Au cœur des parois du Grand Canyon se trouve une zone que peu de gens s'aventurent. Surnommée la zone interdite par les randonneurs, cette section reculée, aux falaises abruptes et non balisées et aux corniches étroites, est dangereuse et rarement autorisée. Ces dernières semaines, des scientifiques ont confirmé avoir découvert, sous l'une de ces corniches difficiles d'accès, quelque chose d'inattendu. Un ensemble de vastes cavités souterraines qui semblent avoir été creusées ni par la géologie traditionnelle ni par l'homme. La découverte de cette chambre cachée bouleverse la communauté scientifique et nous oblige à revoir rapidement nos connaissances sur l'histoire et le potentiel du canyon. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. La découverte a débuté lorsqu'une équipe de géomorphologues a examiné des scans LAR haute résolution de parois rocheuses inaccessibles à la recherche de traces d'anciens glissements de terrain et de phénomènes d'érosion. Le scan a révélé les contours, certes faibles mais nets, de cavités voûtées creusées dans les parois calcaires à plus de 30 mètres au-dessus du niveau actuel de la rivière. Une descente ultérieure, effectuée à l'aide d'une corde, a confirmé l'existence de ces cavités. Il s'agissait de 3 cavernes distinctes, chacune présentant des formes lisses et régulières qui contrastaient fortement avec les surfaces fractales rugueuses typiques de la dissolution des karsts ou des fractures tectoniques. Une cavité mesurait environ 12 fois 6 fois 4,5 mètres, une autre était légèrement plus petite et une troisième, plus profonde, était reliée par un étroit tunnel. À l'intérieur, on découvrait des vestiges, des plateformes de pierre, des blocs anguleux disposés intentionnellement et de faibles traces d'outils sur les parois. La configuration de ces éléments ne pouvait s'expliquer aisément par des processus naturels. Dès lors, la question se posait, qui ou quoi les avait sculptés et pourquoi? Ce qui rend cette découverte véritablement stupéfiante, c'est qu'une chambre contenait une couche géologique inattendue, un dépôt limoneux à grains fins, intact à l'exception d'un objet enchâssé. Cet objet s'est avéré être un disque d'environ 30 cm de diamètre, à la composition métallurgique inhabituelle, présentant une nette indentation hémisphérique en son centre. L'analyse par fluorescence X réalisée sur place a indiqué que le métal était un alliage à haute teneur en arsenic mélangé à des traces d'éléments du groupe du platine. Une telle composition est totalement étrangère à la géochimie connue de la région du Grand Canyon et aurait nécessité des procédés de raffinage complexes. À proximité, ce disque reposait sur un socle de pierre, preuve qu'il avait été choisi, positionné et peut-être même chéri. Au-delà du disque métallique, le tunnel plus profond révélait ce qui semblait être une grande chambre autrefois remplie d'eau, peut-être une source cachée alimentée par d'anciennes nappes phréatiques et la présence de cavités et de croûtes sur les parois de la chambre suggérait que le niveau de l'eau atteignait jadis la moitié de leur hauteur avant de se retirer depuis longtemps. Au fond de cette chambre se trouvait une niche sculptée abritant une dalle monolithique gravée de marques qui, au premier abord, ne ressemblent ni à des pétroglyphes amérindiens ni à des inscriptions euro-américaines historiques. Ces marques n'ont pas encore été déchiffrées, mais des images lithographiques préliminaires montrent des boucles répétées et des cercles imbriqués, suggérant peut-être un code. Les implications de cette découverte sont immenses. Si ces chambres sont le fruit d'une construction humaine plutôt que d'un phénomène purement naturel, cela signifie qu'une population ancienne possédait à la fois les compétences techniques nécessaires pour creuser dans la roche et les connaissances métallurgiques se permettant de produire des alliages spécialisés à haute teneur en arsenic. Ceci repousse l'époque où des comportements sophistiqués ont émergé dans cette partie du sud-ouest américain, peut-être de plusieurs millénaires. Cela soulève également la possibilité de contact ou de transfert de technologies entre des régions que l'on pensait jusqu'alors indépendantes. L'anomalie métallurgique, en particulier, suggère un niveau de sophistication technologique rarement attribué aux sociétés préhistoriques de ce terrain aride. D'un point de vue géologique, la présence de cette chambre de source est tout aussi révolutionnaire. Un tel système aquifère aurait pu offrir un environnement stable et isolé à l'intérieur des parois du canyon, protégé des intempéries, des inondations et des variations saisonnières. Si un groupe a choisi un tel refuge et y a aménagé des chambres, le site acquiert une importance qui dépasse celle d'une simple curiosité. Il pourrait s'agir d'une enclave cachée, d'un sanctuaire, peut-être utilisé pour des rituels ou comme refuge. L'orientation de la niche sculptée et la disposition de l'objet sur le piédestal suggèrent un usage cérémoniel plutôt qu'un simple lieu de stockage utilitaire.
Se pose également la question plus générale de la visibilité et du secret. L'emplacement de ces chambres est si précaire au-dessus du fleuve, accessible uniquement par des cordes abruptes ou par des passages dissimulés, laisse supposer que leurs bâtisseurs ont délibérément caché leur travail. Cela ouvre des pistes de réflexion aussi fascinantes que spéculatives. Ces chambres faisaient-elles partie d'une culture clandestine? Semblait-elle servir de refuge, de cachette ou peut-être de lieu d'opération clandestine à l'insu des sociétés que nous étudions habituellement? Était-elle utilisée lors de périodes de troubles, lorsqu'un groupe avait besoin de se cacher ou lorsque le secret était primordial? La surprise ne tient pas seulement à leur ancienneté ou à la qualité de leur construction. Elle tient au fait que ce site est resté pratiquement invisible jusqu'à présent. Les parois abruptes et le relief profond du canyon l'ont protégé des prospections antérieures et les fouilles archéologiques classiques ne s'y sont tout simplement pas rendues. Cette découverte soulève une question troublante. Combien d'autres chambres secrètes se cachent au-delà de notre site, enfouies dans des canyons reculés, des falaises inaccessibles ou sous une végétation dense? Elle remet en cause l'idée que nous aurions déjà localisé les principaux vestiges du patrimoine humain dans des zones accessibles. Une autre implication concerne notre compréhension des réseaux d'échanges commerciaux et de ressources en Amérique du Nord préhistorique. L'alliage inhabituel trouvé dans le disque suggère un accès à des éléments rares et à des techniques de raffinage avancées. Cela ouvre la voie à des échanges commerciaux avec des régions possédant ces matériaux ou ces technologies, voire à l'existence de sources locales totalement inconnues. Si des alliages similaires sont découverts ailleurs dans la région, il nous faudra peut-être revoir notre compréhension des anciens réseaux d'échanges métallurgiques et des flux technologiques. Cette découverte situe le Grand Canyon non plus comme une région sauvage et isolée, mais comme un nœud potentiel d'un vaste réseau culturel et technologique. Elle souligne également l'importance de la convergence de la géologie, de l'archéologie et de la géochimie pour l'étude des activités humaines anciennes. La possibilité que les chambres aient été creusées dans le calcaire par l'homme est étayée par des marques d'outils et la géométrie des plateformes. La découverte de l'activité passée de la chambre d'eau repose sur le profilage géochimique des couches de calcite. La composition des disques métallurgiques exige une analyse chimique spécialisée. Cela signifie également que les recherches futures nécessiteront la collaboration d'équipes interdisciplinaires, de spéléologues, de géochimistes, d'archéologues et de spécialistes des matériaux. Il est raisonnable de penser que la prochaine phase d'exploration fera appel aux drones, à la télédétection, à la microfouille et aux analyses en laboratoire dans des environnements autrefois considérés comme inaccessibles ou trop coûteux. Du point de vue du patrimoine culturel, cette découverte remet en question le caractère sacré du canyon dans la tradition orale autochtone. Elle incite les chercheurs à réexaminer les récits traditionnels amérindiens concernant les lieux cachés à l'intérieur des parois du canyon. Ces légendes, longtemps considérées comme des métaphores ou des mythes, pourraient-elles receler des secrets? Des éléments de vérité font-ils référence à des enclaves cachées au cœur des falaises du canyon? Cela soulève également des questions éthiques concernant l'accès, la préservation et les droits des groupes autochtones à participer à l'exploration et à l'interprétation de ces sites, compte tenu notamment de leur sensibilité et de leur situation précaire. De plus, cette découverte remet en question la frontière entre merveilles naturelles et sites archéologiques. Le Grand Canyon a toujours été perçu avant tout comme une formation géologique spectaculaire, un témoignage de l'histoire de la Terre sculptée par le fleuve Colorado. Cependant, la présence de ces chambres creusées et cachées suggère que le canyon fut aussi le théâtre de comportements humains sophistiqués, d'ambitions architecturales et peut-être même de mystères rituels. Cette dualité modifie la manière dont le canyon doit être géré et dont nous envisageons les canyons à l'échelle mondiale, non plus comme de simples paysages naturels, mais comme de potentiels témoins de l'activité humaine. Un autre aspect crucial réside dans les informations climatiques et environnementales. Si la chambre de source a fonctionné comme un microclimat stable, elle pourrait fournir aux climatologues des dépôts préservés, des couches de calcite, des sédiments et des fossiles d'eau témoignant des conditions paléoclimatiques au sein des parois du canyon.
Ces chambres pourraient servir de capsules temporelles naturelles, conservant des séquences de phases humides et sèches, des cycles de gel-dégel et des changements environnementaux que les surfaces externes du canyon ont perdus. Ainsi, au-delà de son intérêt purement archéologique, le site peut également éclairer notre compréhension de la manière dont les environnements internes du canyon ont protégé la vie à travers les époques de changement. Plus profondément encore, le secret qui entoure le site suggère une conception et une sélection délibérées. Il ne s'agit pas d'un hasard. Celui ou celle qui a creusé ces chambres a choisi un rebord élevé et inaccessible, en a aménagé l'intérieur, y a placé des objets importants et a intégré le système hydraulique. Cette combinaison d'architecture, de technique et d'emplacement au sein des parois profondes du canyon est extrêmement rare dans les vestiges archéologiques d'Amérique du Nord. Cela implique que le site a pu être aménagé à des fins spécifiques, rituels, refuges, lieux de retraite pour l'élite, plutôt que pour l'habitation quotidienne. Comprendre la structure sociale, la fonction et le contexte culturel d'un tel site nécessitera de repenser notre conception de l'utilisation de l'espace dans les canyons préhistoriques. Cette découverte invite également à réévaluer la sécurité et l'exploration. Le canyon comporte de nombreuses zones encore inexplorées ou insuffisamment explorées en raison de leur difficulté d'accès. Cette découverte suggère que ces zones reculées pourraient receler d'importants secrets archéologiques et géologiques. Les stratégies d'exploration pourraient désormais se déplacer des corniches et des couloirs fluviaux accessibles vers les hautes falaises inaccessibles, les gorges cachées et les zones verticales inaccessibles. Cela ouvre à la fois des perspectives et des risques. L'exploration de ces zones exige un équipement spécialisé, des protocoles de sécurité rigoureux et une grande sensibilité à la préservation de sites fragiles. Le discours public s'en trouve modifié. Le Grand Canyon, longtemps célébré comme une merveille naturelle et un haut lieu du tourisme, possède désormais une dimension encore plus profonde, celle d'une frontière archéologique. Les futurs visiteurs, lorsque le site aura été étudié et peut-être ouvert au public avec prudence, viendront non seulement admirer les falaises et la rivière, mais aussi s'interroger sur les chambres secrètes creusées en secret et les mystères qu'elles recèlent. Ce changement transforme le rôle du canyon d'une vitrine d'histoire naturelle à un palimpse d'histoire naturelle et humaine, intimement liés. Pour certains, la découverte cachée dans la zone interdite du Grand Canyon ouvre la porte à un passé humain bien plus complexe qu'on ne le pensait. Elle remet en question nos hypothèses sur les lieux de vie des populations, leur utilisation de ces territoires isolés, les technologies qu'elles possédaient et leur rapport au paysage. Elle suggère que les parois du canyon n'ont pas seulement été sculptées par les rivières et le temps, mais aussi par la main de l'homme, guidée par un dessein et un mystère. Les implications se répercutent sur l'archéologie, la géologie, la métallurgie, la gestion du patrimoine et la manière même dont l'humanité perçoit sa relation avec les espaces naturels. La disposition spatiale des chambres ne correspondait à aucun schéma de fracture naturelle connu dans la région. Chaque salle semblait orientée selon un angle constant par rapport au nord magnétique de l'époque, une chose impossible sans connaissance des repères directionnels. Cela laissait supposer que les bâtisseurs, quels qu'ils fussent, comprenaient non seulement la géométrie du canyon, mais peut-être aussi le comportement magnétique de la Terre elle-même. Cette découverte a transformé le débat, passant de la simple archéologie à l'archoïne. Un scientifique a décrit cette découverte comme celle d'un observatoire construit dans une falaise avant même que le concept d'observatoire n'existe. Cette découverte impliquait une connaissance du cosmos et de l'alignement de la Terre bien plus approfondie que celle attribuée aux cultures locales. Près de la cavité centrale, un autre élément étonnant a été mis au jour. Le plafond d'une chambre incrusté de petits fragments cristallins disposés en constellations. Observés sous lumière ultraviolette, ces fragments émettaient une faible lueur formant des points semblables à des étoiles qui reflétaient le ciel nocturne. La cartographie de cette configuration a révélé un alignement correspondant aux constellations telles qu'elles apparaissaient il y a environ 15 ans. Si cet alignement temporel était confirmé, il prolongerait l'occupation humaine de la région jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, bien au-delà des périodes communément admises. Plus troublant encore,
Il indiquerait une tenue de registre astronomique d'une sophistication rivalisant avec les plus anciennes cartes du ciel connues sur Terre. Afin de vérifier l'authenticité des fragments cristallins, l'équipe en a extrait avec précaution un petit échantillon. Les cristaux n'étaient pas du quartz naturel, mais un composé de silice fusionné à des particules métalliques microscopiques. La composition minérale ne correspondait à aucun gisement connu du canyon ni des plateaux environnants. C'était comme si ces minéraux avaient été transportés, fondus et façonnés intentionnellement, puis incorporés dans la roche humide avant leur solidification. Cela suggérait que les bâtisseurs de l'Antiquité maîtrisaient non seulement la sculpture, mais aussi la manipulation de la chaleur, un contrôle du feu et de la température d'une précision quasi industrielle. L'existence de composés de silice fondus à une période aussi reculée a bouleversé les hypothèses concernant les capacités technologiques préhistoriques. Plus profondément dans le système, des relevés laser ont révélé un tunnel en spirale incliné à 7 degrés avec une amplitude précise. Le passage était lisse, symétrique et acoustiquement parfait. Lorsqu'un des chercheurs a parlé près de l'entrée, l'écho n'est pas revenu de manière chaotique, mais a résonné uniformément le long du couloir, créant une note harmonique envoûtante. Ce phénomène suggérait que les dimensions du tunnel avaient été calculées dans un but acoustique, peut-être pour amplifier le son ou la voix. Dans de nombreuses cultures anciennes, les espaces résonants étaient essentiels à la méditation rituelle ou à la communication avec le divin. L'hypothèse que des principes similaires existaient ici, au sein d'une culture isolée d'un canyon, suggère une compréhension psychologique ou spirituelle partagée par l'humanité primitive. L'utilisation du son comme pont vers la transcendance. Cette découverte a relancé le débat sur le commerce et les migrations antiques. Le transport d'huiles exotiques, combiné à une métallurgie et une architecture avancée, suggère non pas l'isolement, mais la connexion. Un réseau de personnes échangeant des connaissances, des matériaux et des systèmes symboliques bien avant que l'histoire écrite ne reconnaisse une telle complexité. Le Grand Canyon, souvent considéré comme une barrière infranchissable, était peut-être en réalité un carrefour, un lieu de rencontre pour les voyageurs, les chamans et les voyants, où se côtoyaient en rituels et échanges intellectuels. L'une des découvertes les plus énigmatiques provient de carottes sédimentaires prélevées au fond de la chambre du dôme. Au sein d'une couche scellée par des siècles de dépôts minéraux, on a trouvé des particules microscopiques d'origine synthétique, des sphères de carbone et des oxydes métalliques formés dans des conditions de chaleur extrêmes. Ces particules présentaient des similitudes avec les sous-produits de la métallurgie moderne. Pourtant, elles étaient enchâssées dans des couches datant de plusieurs milliers d'années avant de l'apparition des techniques de fusion connues. Des scientifiques sont proposés des explications naturelles comme la foudre ou l'impact de météorites, mais la répartition homogène des dépôts suggère une activité thermique contrôlée et répétée. Ces éléments indiquent que les créateurs des chambres ont exploité un processus thermique inconnu de la science conventionnelle, peut-être une forme primitive de manipulation du plasma ou de vitrification minérale. D'autres preuves d'une utilisation intentionnelle de l'énergie ont été mises en évidence par des tests de champs magnétiques. L'intérieur du dôme présentait une configuration magnétique anormale, un gradient magnétique faible mais mesurable par rapport à la roche environnante. Lorsque des instruments ont été placés le long du périmètre, ils ont détecté un signal pulsé rythmique à une fréquence extrêmement basse, se répétant toutes les 12 secondes. Cette découverte a suscité de vifs débats parmi les physiciens concernés. Certains ont émis l'hypothèse que les minéraux magnétiques présents dans la chambre auraient pu être alignés délibérément afin de créer une chambre de résonance terrestre, une sorte d'amplificateur naturel des ondes géomagnétiques. D'autres ont proposé que le signal soit un artefact résultant de processus naturels interagissant avec l'importante concentration de fer du canyon. Mais la précision et la répétition du cycle suggéraient une intervention humaine plutôt que le hasard. Si les anciens ont effectivement manipulé le magnétisme naturel, ils ont peut-être appréhendé la Terre comme un système vivant bien avant que la géophysique moderne ne le décrive. Les implications culturelles et philosophiques sont immenses.
Imaginez une civilisation ancienne si intimement liée aux forces naturelles qui l'entouraient qu'elle a façonné l'architecture non seulement pour se loger, mais aussi pour se connecter au murmure de la Terre et harmoniser la conscience humaine avec le rythme planétaire. Les chambres du Grand Canyon pourraient représenter une expression physique de cette philosophie, un point de rencontre entre l'humanité et la nature où les frontières s'estompent. Une telle conscience n'implique pas une vision du monde primitive, mais d'une extraordinaire subtilité. Entre-temps, le disque métallique récupéré dans la chambre supérieure a fait l'objet d'analyses complémentaires en laboratoire. Une analyse spectrographique poussée a révélé un rapport isotopique incompatible avec un raffinage terrestre, notamment un enrichissement en isotope 58 du nickel bien supérieur à sa concentration naturelle. Ce rapport est caractéristique des métaux formés dans les météorites ou dans des conditions de sélection isotopique artificielle. Cette découverte a relancé le débat sur la possibilité que les peuples anciens se soient procurés des matériaux à partir de fer météorique. Si tel était le cas, cela suggérerait qu'ils reconnaissaient la différence entre les métaux terrestres et les métaux célestes et attribuant une signification cosmique aux matériaux provenant d'ailleurs. Dans les mythologies du monde entier, les métaux célestes étaient des symboles de divinité ou de puissance céleste. Ce disque n'était peut-être pas un outil, mais une offrande, un objet reliant l'humain au cosmos. Lors d'explorations ultérieures, une niche secondaire a été découverte derrière un voile de calcite. Elle contenait une série de petites tablettes de pierre, chacune gravée de profondes rainures, formant des motifs de cercles et de lignes entrecroisées. L'analyse numérique de l'agencement a révélé des relations mathématiques si cohérentes avec les rapports de pi et du nombre d'or. La précision de ces gravures suggère une compréhension de la géométrie inattendue pour toute culture préhistorique connue d'Amérique du Nord. La récurrence de tels motifs dans l'architecture sacrée de l'Égypte à la Mésoamérique pourrait témoigner d'un langage universel d'harmonie et de proportion, d'une intuition partagée de la beauté mathématique transcendant l'espace et le temps. À mesure que la nouvelle de cette découverte se répandait dans les milieux scientifiques, les discussions se sont intensifiées quant à ses implications anthropologiques. Pendant des décennies, l'archéologie dominante a dépeint les premiers habitants de la région comme des chasseurs-cueilleurs nomades se déplaçant de façon saisonnière dans le canyon. Or, ces chambres témoignent d'une planification, d'une permanence et d'une sophistication symbolique remarquables. Ces découvertes suggèrent l'existence d'une population sédentaire ou semi-sédentaire capable d'organiser le travail, de gérer les ressources et d'exprimer sa spiritualité à travers une architecture monumentale. Si cette hypothèse se confirme, le Grand Canyon pourrait être le berceau d'une civilisation jusqu'alors inconnue, dont les traces matérielles seraient restées cachées dans des falaises inaccessibles plutôt que dans des plaines ouvertes. Cette découverte remet également en question l'idée d'isolement. La présence de minéraux exotiques et de résidus botaniques témoigne de vastes routes commerciales ou d'un partage de connaissances cérémonielles s'étendant sur de grandes distances. De tels réseaux auraient nécessité non seulement des déplacements physiques, mais aussi des accords sociaux, une confiance mutuelle et des échanges rituels. Le canyon aurait pu servir de lieu de rencontre neutre, un espace sacré intermédiaire entre tribus et cultures. Son immensité impressionnante inspire naturellement le respect et la construction de sanctuaires cachés en son sein s'inscrirait dans une vision du monde recherchant la communion au cœur même de la Terre. L'interaction entre art et fonction manifeste dans l'architecture est tout aussi remarquable. Les formes ne sont pas purement utilitaires. Elles présentent un rythme esthétique, des lignes courbes, des proportions équilibrées et une fluidité qui guide le mouvement et le son. Cette synthèse de beauté et de fonctionnalité fait écho aux philosophies présentes dans l'architecture des temples plus tardifs à travers le monde. Elle révèle une conscience qui ne faisait aucune distinction entre le spirituel, l'artistique et le pratique. Chaque sculpture, chaque écho, chaque rayon de lumière contribuait à orchestrer l'expérience humaine. En parcourant les chambres, les scientifiques ont rapporté une étrange sensation de calme, comme si la géométrie elle-même induisait une concentration mentale ou une clarté méditative. Les spécialistes en neuroacoustique ont depuis proposé d'étudier les fréquences de résonance afin de déterminer si elles correspondent à des plages d'ondes cérébrales associées à des états de conscience modifiés.
Les conditions environnementales à l'intérieur de ce complexe interdit sont tout aussi singulières. Bien que stellé depuis des milliers d'années, l'air y conserve une fraîcheur surprenante. Sans l'humidité étouffante ni l'odeur rance typique des grottes fermées, l'analyse microbiologique a identifié des bactéries extérophiles uniques, capables de métaboliser des traces de minéraux présents dans la roche, libérant de l'oxygène comme sous-produit. Ces organismes pourraient représenter l'un des rares écosystèmes à avoir évolué entièrement isolément de la vie en surface. Cette découverte ouvre un champ d'études entièrement nouveau. Comment des biosphères fermées peuvent maintenir leur équilibre sur des échelles de temps géologiques. De telles connaissances pourraient même éclairer les futurs modèles de colonisation extraterrestre où des habitats autosuffisants seront essentiels. Plus les recherches se progressent et plus la partie interdite du canyon révèle une histoire intimement liée d'innovations humaines, géologiques et biologiques. La télédétection, au-delà de la zone de fouille actuelle, a permis d'identifier d'autres cavités suivant le même alignement, s'étendant sur des centaines de mètres le long de la paroi rocheuse. Chaque anomalie pourrait représenter une autre chambre scellée, susceptible de préserver des artefacts, voire des restes humains. Cette perspective enthousiasme autant qu'elle terrifie les chercheurs. Perturber ces couches pourrait fournir des données irremplaçables ou détruire des vestiges fragiles. Les défenseurs de l'environnement appellent à la prudence et préconisent des relevés non invasifs jusqu'à la mise au point de méthodes de stabilisation avancées. Une autre piste de recherche explore l'environnement électromagnétique du canyon. La composition minérale unique des falaises amplifie naturellement certaines fréquences, et certains scientifiques supposent que d'anciens habitants auraient pu percevoir ou utiliser cette propriété. Des expériences menées avec un équipement de pointe ont révélé des impulsions électromagnétiques de faible intensité, générées par des variations du débit des seaux souterraines sous le site. Ces impulsions coïncident avec le même rythme de 12 secondes détecté précédemment, suggérant que les ingénieurs antiques auraient pu harmoniser l'architecture des chambres avec la dynamique des eaux souterraines, transformant ainsi le canyon en un instrument vivant et vibrant. Une telle synchronisation entre géologie, hydrologie et architecture illustre un niveau d'intégration écologique rarement reconnu dans les conceptions antiques. Au-delà de ces révélations techniques se cache une résonance philosophique plus profonde. Les chambres interdites évoquent l'image d'une humanité non pas conquérante de la nature, mais collaboratrice. Chaque élément, lumière, son, pierre, eau, étaient tissés ensemble en une symphonie d'équilibre. Ceci remet en question les idées reçues modernes selon lesquelles technologie et spiritualité seraient des domaines distincts. Cela suggère une vision du monde où compréhension scientifique et vénération sacrée ne faisaient qu'une harmonie que la civilisation moderne a peut-être oubliée. Quelques semaines après l'annonce, des équipes interdisciplinaires du monde entier ont demandé à pouvoir étudier le phénomène. Linguistes, mathématiciens et historiens de la culture ont uni leurs efforts pour rechercher des parallèles avec d'anciens systèmes symboliques. Certains ont relevé des similitudes frappantes entre les gravures circulaires et les cosmogones eurasiens primitifs. D'autres les ont comparés aux cartes astronomiques utilisées pour la navigation préhistorique. Si ces liens étaient confirmés, ils impliqueraient soit une diffusion culturelle à travers les continents, soit un schéma cognitif indépendant mais universel, une impulsion humaine partagée à cartographier le ciel et à inscrire du sens dans la pierre. On suppose également que les sanctuaires cachés du canyon auraient pu servir de dépôt de connaissances, des archives conçues pour survivre aux catastrophes naturelles ou à l'effondrement de la société. L'emplacement, protégé du soleil, du vent et de l'érosion, aurait permis de préserver des matériaux fragiles pendant des millénaires. La découverte de faibles résidus de pigments sur une paroi appuie cette hypothèse. Sous imagerie multispectrale, des traces de colorants minéraux forment des motifs abstraits qui pourraient avoir représenté des récits mythiques ou codés des données. Si une écriture ou une séquence picturale déchiffrable est retrouvée, elle pourrait représenter l'un des plus anciens systèmes symboliques connus d'Amérique du Nord. On peut imaginer comment les bâtisseurs percevaient le monde. Debout au bord de l'immense canyon, ils ont dû percevoir son ampleur comme divine. Une plaie béante dans la terre révélant des vestiges du temps. Creuser leurs sanctuaires au sein de ces vestiges, c'était entrer en contact direct avec la création.
Les chambres n'étaient pas détachées du canyon. Elles en étaient le prolongement, une collaboration consciente avec les forces géologiques. Ce concept selon lequel les humains pouvaient s'associer à la Terre pour créer une architecture sacrée est de plus en plus reconnu dans les études sur l'aménagement environnemental ancien. Il les perçoit non plus comme des troglodytes primitifs, mais comme des géomanciens, des individus qui percevaient et influençaient les flux d'énergie à travers le paysage. Au fur et à mesure des investigations, les équipes ont commencé à analyser les signatures isotopiques des dépôts minéraux scellant l'entrée. Ces signatures ont révélé des épisodes d'inondation, suggérant que les chambres étaient ponctuellement inondées puis vidées. Fait intriguant, la présence de couches de limon mêlées à des débris d'occupation humaine indique une réentrée intentionnelle après chaque fermeture naturelle du plafond. Il est possible que le site ait été conçu pour être cycliquement dissimulé par les éléments et accessible uniquement lors de conditions hydrologiques spécifiques connues de ses gardiens. Ce contrôle de la visibilité ajoute une dimension supplémentaire à la sophistication du lieu, témoignant d'une connaissance approfondie des cycles hydrologiques saisonniers ou décennaux qu'on a utilisés pour préserver des secrets sacrés. Si l'attention se concentre surtout sur les merveilles technologiques, l'impact émotionnel de cette découverte est indéniable. Des scientifiques habitués aux données et à la distance ont décrit un sentiment de révérence, voire d'humilité, en se tenant dans la chambre du dôme. L'acoustique y produisait une légère vibration dans la poitrine, comme un battement de cœur résonnant dans la pierre. Certains chercheurs ont évoqué un profond sentiment de continuité, comme si les voix du passé continuaient de résonner à travers le temps. Ce lien viscéral transcende l'analyse empirique. Il ravive la conscience de l'héritage commun de l'humanité, notre besoin constant de laisser une trace indélébile dans le monde. Cette découverte a également relancé les débats sur la notion de zones interdites au sein des terres publiques. La zone était inaccessible depuis des décennies pour des raisons de sécurité, mais certains soupçonnent désormais des motivations plus anciennes, peut-être bureaucratiques, ancrées dans des légendes de structures cachées. La révélation de l'existence de véritables merveilles archéologiques en ce lieu alimente la curiosité pour d'autres régions protégées. Elle incite les institutions à trouver un équilibre entre préservation et transparence, secret et patrimoine commun. Dans les années à venir, cette tension façonnera les politiques d'exploration des sites culturels à haut risque et à forte valeur patrimoniale à travers le monde. Alors que les travaux de terrain se poursuivaient, l'imagerie par microdrone a révélé une dernière surprise. Derrière un mur de calcaire fracturé, des capteurs ont détecté une cavité creuse scellée par ce qui semblait être une dalle en forme de porte. La dalle présentait une indentation circulaire épousant la courbure du disque métallique retrouvé. Cette corrélation suggère que le disque pourrait servir de clé, symboliquement ou mécaniquement, pour accéder à la chambre forte plus profonde. Pour l'instant, des considérations éthiques et techniques s'empêchent toute tentative d'ouverture. Cependant, la possibilité qu'une autre chambre se cache au-delà, restée intacte pendant des dizaines de milliers d'années, a stimulé l'imagination de chercheurs de tous horizons. Ce qui se cache derrière cette barrière, texte, outil ou quelque chose de totalement inattendu, demeure une question en suspens entre science et mystère. La découverte interdite du Grand Canyon nous rappelle que, même à l'ère des satellites et des drones, la Terre recèle des secrets capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Chaque analyse ne fait qu'épaissir l'énigme au lieu de la résoudre. Le disque métallique, le plafond cristallin, les tunnels harmoniques, tout converge vers le récit d'un savoir perdu, celui d'un peuple qui a fusionné art, science et spiritualité en une expression harmonieuse. Leur message, gravé dans le silence, semble murmurer que comprendre l'univers exige à la fois humilité et émerveillement. À la tombée de la nuit, le vent qui souffle dans les vastes couloirs du canyon imite le bourdonnement sourd enregistré à l'intérieur de la chambre du dôme. Les scientifiques postés au bord du canyon écoutent ce son et ressentent l'écho de millénaires qui les effleurent. Quelque part en dessous, dissimulé dans la pierre et l'ombre, se trouve la suite d'une histoire que nous commençons à peine à déchiffrer. Une histoire qui promet de transformer notre vision des origines, du lien de l'humanité avec la planète et de sa place dans le grand mystère de l'existence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous faire part de vos impressions sur les scientifiques qui explorent la zone interdite du Grand Canyon.
Nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.